Mesdames et messieurs, chers amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que les élus et le personnel communal de Gare-et-Moule vous accueillent aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Arrivé à la fin du deuxième tiers du mandat, il est opportun de faire un rapide bilan de nos réalisations de 2008, de 2018. Je vous donnerai ensuite notre programme pour la fin du mandat. Je dirai un mot sur le plan local d'urbanisme, le PLU, un mot sur notre vision de l'intercommunalité après 2 années d'exercice dans la Provence verte, enfin, le ressenti de beaucoup de maires face à la situation actuelle. S'agissant des réalisations, elles témoignent de notre attachement à l'amélioration continuelle de votre cadre de vie. Pour autant, suite à la diminution drastique des aides financières, en particulier de l'État, je vous rappelle, moins de 540 000 € de dotation, de la difficulté de trouver des aides chez nos financeurs traditionnels, nous avons dû adapter notre politique aux moyens financiers dont nous disposons pour faire face à la situation. Ces dépenses ont été réalisées jusqu'à cette année sans recours à l'emprunt, ni augmentation de la fiscalité, uniquement sur notre capacité d'autofinancement et avec quelques subventions et fonds de concours. Ces dépenses ont trait pour l'essentiel à la voirie, en particulier la réfection de la rue Martin Luther King, la rue de la Russie, la place du 8 mai, une partie du chemin des Lilas, l'impasse de Cyprès, pour un montant total de 146 000 €. La réfection des réseaux d'eau potable et de la voirie du chemin des Chabert, chemin Berlioz, Jules Massenet, les Azalées, Tulipes, Alphonse Daudet, une partie de Victor Hugo, tout cela pour un montant de 1 266 000 €, dont 724 000 pour les seuls Chabert. Ceci pour la seule année 2018. Les autres dépenses sont celles liées aux écoles, aux bâtiments communaux, associatifs et la fin du chantier de la maison Godot, la maison qui jouxte la mairie. À cela, il faut ajouter les travaux d'installation de l'antenne de la communauté d'agglomération située dans les locaux de Notre-Dame de Bon Secours. On notera également un effort qui a été fait pour le fleurissement et l'embellissement de la commune par la mise en place de balconnières, de jardinières et de mâts fleuris. Ces travaux ont été récompensés par la région dans le cadre du concours des villes et villages fleuris grâce aux équipes des espaces verts de la commune. Je signalerai également l'achat d'un nouveau tracteur avec saleuse et lame-neige, la continuation des travaux du forage des clos, enfin, la poursuite de notre politique événementielle, culturelle, sociale et éducative. S'agissant maintenant des opérations programmées jusqu'à la fin du mandat, c'est la fin des travaux du forage des clos, qui assurera, je vous rappelle, définitivement la sécurité en matière d'alimentation d'eau potable des Gare-et-Moultais. La mise en service est prévue en juillet 2019. Le lancement de la construction de 2 salles à proximité du complexe sportif. Le permis de construire a été délivré le 21 décembre 2017. Des travaux d'éclairage public, impasse Paul, fin du chemin de Saint-Exupéry. Des travaux sur les chemins communaux, la réfection de l'acoustique de la cantine de l'école maternelle, la fin de la mise en place de la climatisation de la mairie. S'agissant des travaux de voirie, le désamiantage de la RD 554
puis réalisation d'un trottoir entre le rond-point de la piscine et le lotissement Les Mathieu. L'impasse Farman, Albert Paul, trottoir du chemin des Clos, voie d'accès au forage, plusieurs jonctions vers le chemin des Chavets. Enfin, les travaux d'eau potable et de voirie, chemin des Cadenières et Sainte-Colombe. Études et début de travaux, voirie et réseau, boulevard Gate et Mourillon dans les années 2020 et 2021. Lancement d'un nouveau plan triennal pour l'installation et la modernisation de caméras de sécurité, coût prévu 150 000 € en 3 années. Nous aurons, à la demande du CIVED, dès mars-avril, une modification du système de ramassage des ordures ménagères. Cette opération va entraîner évidemment des modifications dans les habitudes de nos concitoyens. Une campagne conjointe mairie-CIVED d'information est prévue à cet effet très rapidement. La réfection de la toiture de l'église, plus les façades latérales, pour un montant estimé de 400 000 €. J'ai déjà contacté différents partenaires financiers. J'espère obtenir 75% d'aide pour cette opération. Cette opération est évidemment dépendante de la requalification et d'un nouvel aménagement de la place Gate. Toutes ces opérations, réalisées ou programmées, n'auraient jamais pu être envisagées sans l'aide efficace et permanente de l'équipe qui m'entoure, ainsi que les agents communaux qui se dépensent sans compter pour satisfaire les besoins et faciliter la vie de nos concitoyens. Travailler à leur côté est pour moi un grand privilège, un grand réconfort. Qu'ils en soient tous remerciés. Je vous demande de les applaudir. À ces opérations, j'ajoute les travaux du conseil départemental. Le président Marc Giraud m'a confirmé, le président Marc Giraud avec qui j'ai des liens permanents, tous les 4 mois je vais le rencontrer, et il m'a confirmé la réalisation en 2019 du rond-point Saint-Médard et du lancement d'un nouveau plan quinquennal dans lequel figurera la restauration du collège Guy de Maupassant. Je rappelle que ce collège a été inauguré en 1989, c'est-à-dire il y a 30 ans. J'adresse également toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'ensemble des représentants de la vie associative, maillon essentiel dans la vie de la commune. Ces associations permettent à la municipalité de réaliser de nombreuses activités éducatives, sociales, patriotiques, culturelles et patrimoniales. Je n'oublie pas non plus dans ces remerciements les membres de la réserve communale qui exercent tout au long de l'année un rôle ingrat mais ô combien efficace dans leurs tâches de sécurité et de sûreté. J'assure en particulier le soutien logistique aux organismes déconcentrés comme le SDIS, le service départemental d'incendie. Ils ont été particulièrement sollicités lors des manifestations qui ont suivi la période d'insécurité qu'a connue le pays. Enfin, pour clôturer ce chapitre Opération Réalisation 2018, comme nous l'avons fait depuis 2008, c'est-à-dire depuis 11 années, sauf pour des raisons exceptionnelles, nous n'augmenterons pas la fiscalité en 2019. In fine, j'ajouterai que notre situation financière est parfaitement saine. Tous les travaux réalisés en 2018, j'insiste bien, tous les travaux réalisés
en 2018, en particulier les Chavert, grosse opération, comme je vous l'ai dit, 724 000 €. Tous ces travaux ont été payés, réglés. L'atterrissage budgétaire pour l'année écoulée se présente dans les meilleures conditions. S'agissant du PLU, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme, il a remplacé, comme vous le savez, le plan d'occupation des sols, l'ancien POS. Il a été voté par le conseil municipal, rappelez-vous, le 1er mars 2017. Il est conforme au SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence de l'organisation territoriale, adopté par la Provence verte en 2016. Comme je l'avais déclaré l'an dernier, nous avons fait le choix exprimé par la grande majorité des Garrultais, celui du bien vivre, c'est-à-dire de privilégier la qualité de vie plutôt que la densification, avec pour conséquence la course effrénée aux investissements publics, difficiles à réaliser aujourd'hui et demain, compte tenu de la raréfaction des aides financières. Ce PLU sera mis en révision simple assez rapidement pour permettre le ou les opérations d'aménagement nécessaires. Pour être complètement transparent, qu'on puisse se regarder dans les yeux. J'ajoute que ce PLU, s'il n'a pas fait l'objet d'aucune remarque de la part des personnes publiques associées, il a fait néanmoins l'objet de plusieurs recours de tiers, ce qui est tout à fait normal. Tous les PLU qui sortent dans toutes les municipalités, tous les PLU sont attaqués au tribunal administratif. Dans ses conclusions rendues le 10 juillet 2018, le tribunal administratif n'a retenu aucun grief sur le fond. Notre PLU n'est donc pas invalidé. Le tribunal a simplement formulé 2 observations de forme, en particulier sur le nombre de places disponibles de stationnement et le positionnement d'un espace boisé classé. Nous avons 10 mois pour apporter des réponses à ces 2 questionnements. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans évoquer la communauté d'agglomération Provence verte, présidée depuis le 14 décembre dernier par M. Didier Brémond, ici présent. Cette nouvelle collectivité territoriale, d'abord présidée par Mme Josette Ponce, est née le 1er janvier 2017. Elle est composée de 28 communes regroupées depuis 2002 au sein de 3 communautés de 2 communes préexistantes, c'est-à-dire les comtés de Provence, la Sainte-Baume-Montrédien et Val-d'Isole. Cette entité représente plus de 100 000 habitants et cette entité est en pleine structuration. Monsieur le Président, mon cher Didier, te voilà confronté à un défi majeur. Concilier l'intérêt communautaire qui demande une unicité de point de vue dans la gouvernance avec les intérêts particuliers des communes membres. Cet intérêt communautaire commande que l'aménagement de notre territoire et des services nécessaires soit réalisé de façon cohérente, pertinente, dans le cadre strict du SCOT. Cet intérêt communautaire passe par la mutualisation des moyens. Et puis, les intérêts particuliers des communes, qui nécessitent que soient prises en compte l'hétérogénéité du territoire, les spécificités de nos communes. C'est la raison essentielle qui avait conduit Mme Josette Ponce à exiger que l'ensemble des 28 maires siègent au sein du bureau. Il conviendra alors de mettre en œuvre les moyens de gestion adaptés, voire particularisés. Exemple, la gestion des crèches peut être réalisée selon plusieurs formules qui donnent toute satisfaction.
On peut les gérer en régie, en délégation de service public ou dans le cadre associatif. Romain Debray, qui est quelqu'un à charger, donc se débrouille parfaitement sur ce plan-là. Bien sûr, on ne peut pas être toujours d'accord avec les décisions prises dans le cadre de l'intérêt communautaire. À ce moment-là, il convient de négocier, exposer sereinement et honnêtement ses arguments, et in fine, comme ça se fait partout dans le monde, eh bien on fait dire le droit. Pour piloter une telle collectivité territoriale, difficile par nature, il fallait une personne qui fasse consensus. Et je vais utiliser, mon cher Didier, une image qu'un ami commun nous a communiquée dernièrement. Un dicton, disait-il, un dicton africain dit ceci: lorsque l'on traverse le désert, le jeune court vite et se perd rapidement. L'ancien, lui, connaît le chemin. Il arrive toujours à destination. Nous savons, Monsieur le Président, mon cher Didier, que tu connais le chemin. Au sens large du terme, tu as toute notre confiance et nous t'aiderons loyalement et fidèlement. Alors, pour conclure, parti dans mon propos de la situation et du bilan de notre commune, je dirais un mot sur les préoccupations des maires dans cette période où le refus des injustices sociales a été le moteur des derniers événements dramatiques que nous venons de connaître. Il convient de remarquer qu'à force de focaliser sur le cumul des mandats, on est arrivé à déshumaniser et à spécialiser les élus. Et en parlant de spécialistes, je me rappelle que Bernard Shaw, un essayiste philosophe du siècle dernier, disait ceci, écoutons-le. Le spécialiste est un homme qui en sait de plus en plus sur de moins en moins de choses. Tant et si bien qu'à la fin, il sait tout sur rien. La conséquence évidente est que ceux-ci sont désormais, ces spécialistes élus, sont désormais coupés de la réalité du terrain, coupés des citoyens. Les maires considèrent, eux, qu'ils sont les laissés-pour-compte de l'organisation territoriale. Au moment où l'État jacobin semble vouloir tout recentraliser, les maires sont inquiets de l'évolution de cette organisation territoriale avec, en filigrane, la disparition annoncée des communes. Ce serait à l'évidence une erreur dramatique. En effet, cette collectivité, la commune, cette collectivité territoriale a démontré au cours des 2 derniers siècles, et tout particulièrement depuis les lois de 1982 sur la décentralisation, qu'elle était bien l'entité de proximité indispensable, complémentaire et adaptée pour rendre un service public de qualité. Ce n'est pas contradictoire avec le rôle des intercommunalités, qui sont encadrées par le SCOT. Les communes doivent impérativement être pérennisées pour que le service public de proximité que l'on doit aux administrés soit efficace et réactif. Ces communes sont administrées par des conseils municipaux présidés par des maires qui ont foi dans ce qu'ils font et qui sont parfaitement adaptés à leurs fonctions, parce qu'ils sont reconnus et élus la plupart du temps lors des élections au premier tour, ce qui leur confère la légalité, la légitimité, partant de la crédibilité. Parce qu'ils sont également connus dans le microcosme local, parce qu'ils connaissent le terrain et font tout pour préserver leur environnement, parce qu'ils sont attachés au patrimoine de la commune, aux traditions locales, parce qu'ils sont animés de la passion de la chose publique, parce qu'ils ont une haute idée des valeurs de la République, parce qu'ils ne coûtent pas cher à la société. La plupart des maires que vous voyez ici, ils n'ont pas de voiture de fonction, ils n'ont pas de frais de représentation, ils n'ont pas de place de parking, ils sont comme les autres. Parce qu'ils sont disponibles en permanence.
Vous voyez, nous sommes tous là, nous ne prenons pratiquement pas de vacances. Parce qu'ils sont animés du désir d'améliorer en permanence les conditions de vie de leurs concitoyens. Dans ce contexte, entouré par une équipe soudée, je suis déterminé à mener à bien tout le programme que je vous ai annoncé tout à l'heure jusqu'au dernier jour de notre mandat. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, plus que jamais, à défaut de prévoir l'avenir, essayons de le rendre possible. Mes chers amis, au nom du conseil municipal, je vous souhaite nos vœux les plus chaleureux pour 2019. Bonne année à tous.